Bon, salut Diane-Laure, je suis très content de t'accueillir sur cette chaîne Osons les difficultés pour parler audace, résilience, confiance en soi, émotion. On a plein de sujets à aborder. Comment tu vas? Est-ce que tu es content d'être là? Je suis trop excitée, Dorian. Merci beaucoup pour cet accueil. Merci pour cette invitation. Ça rejoint en plus le podcast qu'on a fait ensemble et oui. C'est chouette de le continuer en présentiel cette fois-ci. Donc, je suis trop contente. Ben, trop bien. Est-ce que déjà, avant de commencer, d'entrer dans le vif du sujet, est-ce que tu peux te présenter pour qu'on sache qui tu es? Ok. Donc, moi, j'ai 18 ans d'entrepreneuriat dans la beauté et le bien-être et ça fait 3 ans que j'accompagne les entreprises et que j'accompagne aussi le particulier dans le bien-être au travail, dans la santé en général, sur tout ce qui est gestion, stress, émotions, conflits, communication. C'est la santé au sens large dans les entreprises. Trop cool. On en a vraiment besoin de nos jours. Alors, on a prévu un format un petit peu atypique puisque l'idée, c'est pas de se poser des questions comme on a l'habitude de faire, des déroulés. On a préparé des questions, chacun de nos côtés. Il faut que les gens qui nous écoutent le sachent. Les questions, on ne sait pas à l'avance ce qu'on va tirer puisqu'elles sont... Moi, elles sont dans un bol, toi, elles sont dans ton sac. Exactement. Donc, on va faire une interview croisée et l'idée, c'est que chacun notre tour, on découvre les questions et que de façon spontanée, on y réponde. Donc, ce que je te propose, c'est que comme je t'ai invité sur ce podcast, tu ouvres le podcast et donc tu tires la première question que je t'ai proposée. Ok, donc, quel gentleman. Trop bien. Alors... Quelle est ta plus grande peur? Ma plus grande peur, alors, c'est pas la mort, parce que tu sais, souvent on te dit c'est la plus grande peur qui est la plus paralysante. C'est que mes enfants, par contre, disparaissent. C'est vraiment la plus grande peur. Et c'est pas le fait qu'ils disparaissent, c'est vraiment le mal que ça peut procurer, la souffrance en fait que ça peut procurer. C'est vraiment souffrir, moi, qui me fait peur. Ok. Et par rapport à tes enfants, du coup, comment tu le vis au quotidien? Parce que je me doute qu'avoir des enfants, c'est pas simple à gérer quotidiennement quand ils sont malades, quand tu sais pas ce qu'ils ont, surtout que tu as un enfant en bas âge. Donc, justement, est-ce que cette peur, elle prend de la place ou justement tu apprends à la maîtriser? J'apprends déjà à l'accueillir. Et le message de la peur, c'est je ne suis pas prête à perdre telle ou telle chose. Donc j'ai tout un process en fait au niveau de la peur. C'est quand j'ai peur, ok, là mon enfant qui est malade, oui, je suis pas prête à ce qu'il s'en aille ou à ce que ça s'aggrave, etc. Maintenant j'ai tellement foi en l'univers, tellement foi en mes capacités, en mes ressources, en mes outils que je me dis que quoi qu'il arrive, déjà j'estime que rien n'arrive par hasard et que de deux, j'aurai les ressources et j'aurai aussi l'entourage. Parce que l'entourage quand t'as peur, pour moi, ça y fait beaucoup. Et que déjà, je fais au mieux pour ne pas la transmettre, mais maintenant, je la partage. Ouais. C'est-à-dire que quand j'ai mon enfant, par exemple, qui est sur un trottoir, je lui dis, Elios, là, j'ai peur pour ta sécurité. Donc, s'il te plaît, est-ce que tu peux te décaler? Mais c'est ma peur, c'est moi. Ouais. Et je lui exprime. Et quand c'est des peurs qui sont irrationnelles, là, j'appelle un proche. Voilà, j'ai pas. Mais c'est ouf parce que tu vois, justement, la peur, souvent, c'est transmis par « surtout, fais pas ça », tu vois, genre, tu transmets un comportement qui est un peu déplacé et tu transmets pas, justement, ce que tu ressens. Et je trouve que c'est déjà une belle manière de montrer ce qu'est la gestion émotionnelle à ses enfants que de dire « j'ai peur pour ta santé, enfin, pour ta sécurité » et donc... plutôt agis comme ça, oui, ça peut être beaucoup mieux accueilli en plus. Ah oui, mais c'est sûr, c'est centré sur moi, c'est pas centré sur lui. C'est j'ai confiance en toi, mais moi j'ai peur. Donc s'il te plaît, pour moi en tant qu'adulte, je sais ce qui peut t'arriver pour ta santé, pour ta sécurité. Donc je te demande de te décaler. Wow. Trop bien, trop bien. À toi ? Allez. Wow. Comment tu réconcilies ambition professionnelle, besoin de lenteur ou de vulnérabilité personnelle? Comment je réconcilie ambition professionnelle et besoin de lenteur? C'est très compliqué pour moi. C'est marrant, les questions. La première question, c'est celle-là, parce que c'est je pense, le plus gros sujet pour moi. Je pense que j'ai un caractère à vouloir aller... à être très ambitieux, enfin, à oser faire plein de choses, entreprendre plein de choses. Et donc, des fois, je me perds dans cette envie d'entreprendre et j'oublie que avant de faire,
il y a un être humain qui a ses besoins, le besoin parfois de ralentir, le besoin d'être triste, le besoin d'être en colère. Et donc, je pense que c'est compliqué pour moi d'allier les deux. Alors, comment je fais? Aujourd'hui, de plus en plus, j'apprends à mettre des micro-actions en place où quand vraiment je sens que ça va pas, quand je sens que je commence à être au point de rupture, en fait, j'arrête. Même si il y a le côté très discipline en moi qui me dit il faut que tu fasses ça pour avancer parce que si tu fais pas ça, tu vas prendre du retard. Je me dis mais en fait là, c'est quoi dont tu as besoin? C'est quoi qui te ferait du bien à toi? Eh bien, peut-être que c'est allumer Netflix à 16h l'après-midi. Peut-être que c'est prendre mes chaussures, aller courir dans la nature à 14h. Peut-être que c'est tout déconnecter, appeler mon père, lui dire viens, on va promener le chien ensemble. Et donc, je commence à y arriver par des petites actions et aussi parfois en me disant tiens, en mettant de la conscience sur ah là, je crois que tu es en train tu t'approches du point de rupture, il faut que tu t'arrêtes. Donc, c'est comme ça que j'apprends à gérer pour le moment. Trop bien. Je trouve quand tu es entrepreneur, finalement, c'est ça aussi la beauté de pouvoir choisir ce qu'on fait à n'importe quel moment de la journée et qu'il n'y a pas de normes. C'est que si j'ai envie de faire mes mails de 2h à 4h du matin parce que je sens que c'est bien pour moi, mais que peut-être que l'après-midi, je vais faire une sieste, c'est quand même la beauté de l'entrepreneuriat. Ouais, et tu vois, tu parles de ça me parle beaucoup en ce moment parce que malgré tout, moi, j'ai baigné dans un système salarié avant. C'est paradoxal parce que je suis très entreprenant dans la vie, mais j'ai été salarié avant et malgré tout, j'ai encore ce truc des horaires. Même si c'est en arrière-plan, je peux sentir que parfois, je me dis de 16h à 18h, t'as rien foutu, mais c'est pas bien. Alors que je sens que moi, biologiquement, en ce moment, là où je suis le plus productif, c'est le matin, 8h midi, très productif, et puis l'après-midi, ça va être plus de 18h à 20h. Tu vois, il n'y a pas d'explication logique, mais c'est genre je suis allé courir, j'ai promené mon chien avant, et bien là, je vais être hyper productif. Donc, j'apprends de plus en plus à me connaître, à savoir à quel moment je vais être productif, à quel moment j'ai besoin de ralentir, à quel moment j'ai besoin de faire autre chose, et à quel moment j'ai besoin de taffer fort. Voilà comment je gère la réconciliation entre l'ambition professionnelle et le besoin de lenteur et de vulnérabilité personnelle. Trop bien. Deuxième question. Allez. Si tu devais te tatouer une citation sur le corps, ça serait laquelle? J'en ai pas en plus. Malgré tous les tatouages que j'ai, je n'en ai pas. Il n'y a pas de problème, il n'y a que des solutions. Ok. C'est vraiment la citation qui dirige ma vie. C'est vraiment agir en termes de solutions et pas de problématiques. C'est que quand on m'expose quelque chose, quand on m'expose un aléa, un challenge, c'est tout de suite OK. La solution, c'est quoi? Okay. Et l'objectif derrière ça, c'est quoi? C'est tout de suite arriver à trouver un nouvel objectif pour pas rester concentré sur le problème. Et j'ai une question du coup qui me vient avec ça, puisque tu vois, c'est souvent on me pose souvent la question, c'est quoi la différence entre un coach et un psychologue par exemple? Et moi, ce que j'aime bien répondre de façon très caricaturale, bien que ça soit plus profond que ça, c'est, je veux dire, le coach, il est orienté sur le comment. Tu vois, par exemple, on travaille une problématique, c'est comment on trouve la solution ensemble, comment on agit, comment on met un plan d'action, etc. Alors que le psychologue, il est beaucoup plus axé sur le pourquoi. Et tu vois, c'est une question que je trouve très intéressante. Moi, je suis très orienté action, donc comment on trouve des solutions, etc. Alors que il y a quand même des situations, je trouve, dans les phénomènes très répétitifs de nos vies, où c'est intéressant d'aller chercher le pourquoi et de ne pas aller trouver la solution directement. En tout cas, moi, c'est ce que je pense. Et je voudrais bien avoir ton avis sur le sujet. Je suis complètement d'accord avec toi. Très récemment, il y a, on va dire un personnage public, d'accord, qui m'a fait beaucoup de tristesse, qui m'a engendré beaucoup de tristesse et qui m'a fait beaucoup de mal. Et j'ai été concentrée sur le pourquoi. Et en fait, à ce moment-là, il s'agissait pas d'elle, il s'agissait de moi. C'est pourquoi, Diane-Laure, ça te fait autant de mal? Pourquoi ça te touche autant? Ouais. Je suis d'accord que, y a avant, pourquoi ça te fait ça? Maintenant, quelle est la solution pour justement améliorer ce pourquoi? Le bouton qu'elle est venue actionner et qu'elle est venue appuyer, c'est que s'il y a quelque chose qui te touche, c'est que ça vient appuyer sur quelque chose qui est antérieur. Et qui a besoin d'être encore travaillé, finalement. Exactement. Donc là, je suis d'accord avec toi que ça a été d'abord pourquoi ça te touche autant? Du coup, après, c'est quoi la solution pour que ça te touche moins ou pour apaiser cette tristesse, etc.
Trop cool. Mais c'est bien qu'on le dise aussi parce que si les gens écoutent, qu'ils se disent pas, ok, direct, quand j'ai un problème, direct, solution. C'est aussi d'abord accueillir ce qui t'arrive, l'émotion, ce que tu vis intérieurement pour derrière aller basculer sur je trouve la solution. Oui, maintenant, le pourquoi, là où il a ses limites, c'est que t'es sur scène, ton micro, il se coupe. Oui. Bon, tu vas pas aller chercher pourquoi. Exactement. Non, mais c'est clair. Et là, du coup, ça va te ralentir. Mais c'est pour ça que je parlais vraiment des phénomènes répétitifs, beaucoup plus profonds. Ouais. Tu vois, pourquoi, par exemple, à chaque fois que je me mets en couple, au bout de 2 ans, ça déconne. Pourquoi, à chaque fois que quelqu'un me dit ça, je le vis comme ça. Et que c'est très, très répétitif. Ouais, je suis d'accord. Cool. Allez. Deuxième question. As-tu un rituel ou une pratique quotidienne qui t'aide à rester résilient face aux imprévus et à la pression? Oui, premièrement, j'ai le sport, je pense. Et ce que je vais dire, c'est que le sport est un superbe canalisateur. En tout cas, ça permet quand la cocotte minute est pleine, de pouvoir enlever le couvercle et de pouvoir laisser s'évacuer le trop-plein. Maintenant, ce que je dis souvent, c'est que toutes les pratiques qu'il y a autour de nos problématiques, on va dire professionnelles ou autres, ça ne résout pas les problèmes. Par exemple, le sport ne résout pas mes problèmes. Il m'aide à mieux gérer le problème, mais il ne résout pas le problème. Donc déjà, c'est un rituel que j'ai que quand vraiment je vis quelque chose qui est compliqué, je vais parfois courir pour justement libérer le trop-plein et me dire, ok, je re-rentre dans un processus plus doux où je peux tu vois, être plus à l'écoute de moi-même, être moins focus sur le problème et de pouvoir redevenir résilient et être en mode, allez, on avance. Après, j'en ai un deuxième, tu vois, qui est plus émotionnel, c'est j'ai un animal. Tu vois, j'ai pas d'enfant, mais j'ai un animal et c'est comme mon enfant. Je dis souvent que c'est mon enfant poilu avec 4 pattes. Et en fait, quand je la regarde, tu vois, je suis ému de te le dire, quand je la regarde, en fait, elle me rappelle tout ce que des fois j'oublie. C'est-à-dire qu'en fait, un animal, quand tu le regardes, il vit que l'instant présent. Il est pas en train de se dire, ouais, dans 3 jours, t'as tel truc à faire, mais comment tu vas gérer l'orga, etc. Tu vois, elle me voit, elle remue la queue, elle est contente, elle vient, elle me lèche le visage, tu vois. Et tu vois, des fois, c'est revenir à des choses comme ça, des trucs essentiels de la vie qui font que ça me rappelle que la vie est simple. Et donc, ça m'aide à mieux appréhender ce qu'il y a dans ma vie et tout le processus un peu d'anticipation que moi j'ai, en tout cas, qui est personnel, sur les événements que je vis au quotidien, notamment les difficultés. Je suis complètement d'accord avec toi que le sport et la compagnie d'un animal, c'est quand même un vrai sas de décompression, quoi. Ouais, parce qu'en plus, moi, je la sors plus d'1 heure par jour. Donc forcément, je sors. Et puis vraiment, quand je la regarde, je me dis c'est l'innocence pure. Et ça me rappelle ce qu'est vraiment la vie. Et ça m'aide à être plus résilient sur les choses quotidiennes, qui sont finalement parfois superficielles. Trop bien. Merci pour cette réponse. Alors, 3e question. Attends, je remue un peu. Est-ce qu'il y en a 2? Si tu pouvais apprendre qu'une seule chose à tes enfants, ce serait quoi? Je te réponds du tac au tac, l'amour. Oh. Pour moi, l'amour, c'est l'essence même de la vie. Au-delà du respect, au-delà de la politesse, c'est vraiment l'amour que tu as dans le cœur. Et pour moi, avec l'amour, tu résous tout, en fait. Dans n'importe quel conflit, et conflit, c'est juste divergence d'opinion, c'est que si tu es déjà dans l'amour de toi, tu es forcément dans l'amour de l'autre. Et moi, c'est ce que je leur apprends au quotidien. Est-ce que ça te fait du bien, toi, de mettre de la tristesse dans le cœur de telle personne? Est-ce que ça te fait du bien de mettre de la colère? Donc, vraiment, moi, l'amour, c'est mon leitmotiv, quoi. Et d'ailleurs, il y a des études qui prouvent que sans amour, tu vis pas. Oui. Et c'est pour ça que tu as plein de suicides, c'est pour ça que c'est sans amour, tu ne peux pas vivre. Donc, moi, je cultive vraiment l'amour de soi et l'amour de l'autre. C'est quoi l'amour de soi? C'est s'aimer en tant qu'être.
c'est s'aimer en tant que personne. Et ça, il faut pas confondre l'amour de soi et l'estime de soi. Pour moi, l'amour de soi, c'est s'aimer, c'est respecter son corps. Moi, je leur dis, votre corps, c'est votre bateau, c'est votre vaisseau, c'est ce qui va vous guider, c'est ce qui vous permet de marcher, de chanter, de bouger. Il faut le respecter, en fait. Il faut la respecter, cette enveloppe. Donc, c'est vraiment aimer qui on est, aimer ce qu'on fait. Et l'estime de soi, ça va plus être sur ses capacités, les compétences. Tu vois, l'amour de soi, c'est intérieur. L'estime de soi, c'est extérieur. Ok. Ouais. Énorme. Je te partage une anecdote là-dessus, tu vois, qui me touche aussi parce que j'ai un ami, Paul Fontaine, qui fait des choses incroyables. D'ailleurs, au moment où on se parle, il est en train de finaliser un projet de dingue, courir 42 marathons en 42 jours avec la mucoviscidose. Et quand on échange ensemble, il me dit souvent, dans la vie, il n'y a rien à comprendre, il y a juste à aimer. Et tu vois, une fois, je vis un événement très difficile, la perte de mon grand-père. Et au moment où je te partage l'événement, on est à l'hôpital, donc il vient de décéder. Et là, il y a ma famille qui arrive et les enfants. Et il y a une des filles qui a toujours vécu avec, tu sais, famille à l'ancienne, tout ça, qui a toujours vécu à la maison. Quand elle apprend ça, mais je te jure, le cataclysme que c'est dingue en fait. Ce qui se passe, tu vois, j'ai vu la détresse dans les yeux de quelqu'un comme jamais je ne l'avais vu avant. Et tu vois, à ce moment-là, il y a tout le monde autour, il y a tellement de tristesse en elle que personne ne sait quoi faire. Tout le monde regarde, mais personne ne sait quoi faire. Et là, j'ai cette phrase qui me traverse, qui me dit, il y a rien à comprendre, il y a juste à aimer. Et en fait, à ce moment-là, je fais quoi? Je la prends dans les bras et je la serre très fort. Et tout s'est calmé. Et tu vois, je me dis, mais c'est dingue, dans la vie, des fois, on cherche plein de choses très pragmatiques pour régler les problèmes, les conflits, les choses difficiles, alors que des fois, il y a rien à comprendre, il y a juste à aimer. C'est ça. Et je vais même te raconter aussi une anecdote par rapport à ce que tu dis. Et je suis émue de ton histoire parce que moi, trop souvent, on me dit... tes enfants, tu les couvres trop, t'es trop derrière eux, t'es trop sur eux. Pour moi, on donne jamais assez d'amour, déjà. Et là où je te rejoins, c'est que moi, quand mon fils, par exemple, il pique une grosse colère, qu'on peut appeler caprice, mais pour moi, un caprice, ça n'existe pas. Et ben, en fait, ni plus ni moins, je lui dis, Elios, je pense que t'as besoin d'un gros câlin. Et là, je le prends dans mes bras, et tu peux être sûr que ça dure 3 minutes, au lieu de peut-être 1 heure. Si j'avais été là, ouais, arrête d'être en colère, et arrête ton caprice, et gna 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 gna. Et en fait, là, je m'en fous du pourquoi. C'est qu'est-ce qui va faire que, à un moment donné, son sas de décompression à 6 ans, ça va juste être enveloppé, en fait. Comme toi, t'as pu faire l'expérience avec, une détresse émotionnelle et une grande tristesse. Et la colère, c'est la même chose. Ouais. Trop chouette. J'adore. Je suis, en tout cas, j'adore parce que déjà, au bout de 2 questions, je me sens ému, tu vois. Donc, cool. Bon. Allez, hop. Comment différencier une difficulté que l'on doit traverser d'une situation qu'il vaut mieux quitter? Wow. Ben là, en fait, je te répondrai ce qu'on s'est dit tout à l'heure en off. Je pense que c'est l'intuition qui est censée nous guider. Et l'intuition, alors je suis pas un spécialiste de l'intuition, je vais parler que de ce que moi je connais intérieurement, parce que je pense que, même si je suis pas spécialiste de l'intuition, je pense quand même bien comprendre ce qui se passe en moi, pour avoir expérimenté plein de choses, plein d'émotions étant enfant, enfin depuis l'enfance. Et l'intuition, qu'est-ce que c'est? C'est un truc qui est impalpable, en tout cas tel qu'on le connaît nous, tel qu'on nous l'a appris. C'est pas une voix, c'est pas quelque chose de pragmatique, mais c'est un truc là qui va s'activer et qui va te dire ce truc là c'est bon ou c'est pas bon. Et c'est pour ça que, tu vois, différencier une difficulté que l'on doit traverser, pour moi la difficulté que l'on doit traverser, il y a quelque chose derrière qui te dit ce truc là c'est fait pour toi. Tu vois, ce truc là s'il arrive, c'est parce que moi, j'ai la croyance profonde, tu vois, genre, j'ai une maman violente qui, tu vois, moi, le câlin, je connais pas. Hein. Genre, je connais pas, tu vois. Et elle m'a dit des trucs du style, si j'avais le choix, je t'échangerais contre l'enfant que j'ai perdu, parce qu'elle avait perdu un enfant pour moi, enfin, des trucs. Et
tu vois, quand je repense à des trucs comme ça, je me dis, en fait, ça a été parfait pour l'homme que je veux être au dernier jour de ma vie. Et donc, je me dis, la difficulté que tu dois traverser, souvent, c'est ça. Tu sais, il y a un truc qui te dit, ce truc-là, si la vie elle me le met sur le chemin, c'est pour une bonne raison. Je sais pas quoi, mais j'ai la profonde conviction qu'elle œuvre pour mon bien et que cette difficulté, je dois la traverser. Et tu le sens au fond de toi. Alors que la situation qu'il vaut mieux quitter, je pense que c'est la même chose. En vrai, tu sais depuis longtemps, et là où c'est pervers, c'est que le ressenti émotionnel d'une situation que tu veux quitter, souvent, il est moins fort qu'une difficulté. Tu vois, par exemple, je suis en couple depuis longtemps, j'ai une forme de confort, je sais que je suis pas forcément très bien, mais vu que c'est pas dramatique, eh ben je vais y rester, et puis le mal, tu sais, c'est comme des billes, tu sais, ça va s'accumuler et puis jusqu'au jour où tu vas exploser et que ça ira plus. Alors que la difficulté que l'on doit traverser, des fois, elle est plus violente, mais au fond, tu sais que c'est bon pour toi. Alors que dans l'autre cas, tu sais aussi que c'est pas bon pour toi, mais vu que c'est moins violent, c'est moins challengeant. Tu y restes. Donc moi, c'est comme ça que je différencie les deux. C'est qu'il y a un truc au fond de moi qui me parle, qui me dit, ce truc-là, c'est fait pour toi. L'intuition, donc. L'intuition. Trop bien. À toi? À toutes les passées. Hein. Quelle est ta plus grande fierté? Ouais. Quand j'avais pas d'enfants, quand j'entendais des mamans dire c'est mes enfants, je trouvais ça tellement pathétique, Dorian. Mais vraiment. Ah ouais. Alors, je dirais pas mes enfants, mais je dirais le travail que j'ai fait sur moi grâce aux enfants. Tu parlais que ta maman, elle a été d'une certaine manière. D'accord? Et ma plus grande fierté, donc moi c'est pareil, hein, j'ai eu des parents qui ont fait ce qu'ils ont pu avec ce qu'ils avaient eu eux aussi en termes d'éducation. Et nous, on est dans une éducation un peu patriarcale, tu vois, où c'est les parents qui décident, on n'a pas droit à la parole, bref. Et ma plus grande fierté, c'est d'avoir transformé ça. Vraiment. D'avoir eu le mérite et le courage d'aller chercher d'autres solutions. Toi, c'est avec mon père, on ne se comprend pas. Tu vois, encore le week-end dernier, il me dit regarde, c'est ça, de prendre ses enfants tout le temps dans les bras. Ben ouais, mais en fait, autant de sécurité dont ils auront besoin, je leur apporterai. Et que quand j'ai ma fille qui pleure, ben pour moi, c'est son seul moyen d'expression. Donc, elle me communique quelque chose. Et que moi, avec mon lien maternel, je sais ce dont elle a besoin. Et elle a juste besoin de se sentir en sécurité. Donc, bien entendu que je vais la prendre et que je vais la coller contre moi et lui dire, tu es en sécurité. Est-ce que tu n'as pas peur, du coup, parce que c'est une vraie question pour moi, je me dis le jour où j'aurai des enfants, comment ça se passera? Parce que je me dis, il y a une partie de moi qui est devenue, entre guillemets, résiliente, forte, déterminée, parce que il y a eu tous ces challenges étant enfant. Et est-ce que tu te dis parfois que en privant tes enfants de cette forme de difficulté, tu ne leur enlèves pas une forme de détermination pour plus tard? Eh ben, j'adore cette question. Parce que moi, j'estime que la vie, elle est tellement forte pour amener elle-même les difficultés que t'as pas besoin de plus, en fait. Et je te donne un exemple. Voilà, il y a un mois, j'ai perdu mon parrain qui était très, très proche de nous. Je dis nous, parce qu'il était très présent dans la famille. Mon fils qui a 6 ans, ça a été une grosse perte pour lui. J'ai pas eu besoin, si tu veux, d'être dans un schéma avec une éducation différente, on va dire ça comme ça, pour que ils vivent la frustration, la douleur, la déception. Pour moi, j'estime que c'est la vie en fait qui nous apporte ces combats entre guillemets et ces difficultés et ces défis parce que il va l'avoir dans d'autres schémas de vie. Mais en tout cas, je lui apprends la force aussi parce que moi, je suis entrepreneuse, on est sportif, donc tu vois, c'est la résilience par le sport et que l'accompagnement émotionnel ne veut pas dire qu'il y a un cadre et qu'il y a des limites. Tu vois? Et qu'à des moments, en mettant le cadre, il y a quand même de très grosses frustrations. Et c'est hyper intéressant aussi parce que dans le sens où
je me dis, moi, en ayant grandi dans ce schéma, j'ai peut-être trop ancré, tu vois, et ma question peut-être en est la représentation, j'ai trop ancré que pour être résilient ou déterminé, il fallait être dans le dur. C'est ça. Tu vois. Donc en fait, ma question déjà, je pense, est erronée par rapport à, enfin, en tout cas, est erronée et construite juste par rapport à ce que moi. T'as beaucoup de gens, Dorian, qui pensent qu'il faut en chier pour être heureux. Ouais. Et je le vois moi-même dans mes accompagnements parce que j'ai un peu de ça. Hein. Parce que quand je leur partage des outils qui sont simples comme la respiration, parce que la cohérence cardiaque, je t'assure que ça peut changer des vies et je pense que toi tu le sais, les gens ils me regardent avec des yeux en me disant non mais attends, c'est pas ça qui va changer ma vie. Ouais. Ça c'est trop simple. Ouais. On a trop l'habitude d'en chier en fait pour aller bien et pour aller mieux et passer, tu sais, par la douleur pour une forme de résilience. T'es pas obligé de passer par là. Tu peux passer par l'expérience, mais pas par la douleur. Oui, non, mais je suis d'accord avec toi. J'apprends de plus en plus à l'expérimenter. Mais tu vois, la question que je viens de te poser, quelle est ta plus grande fierté? C'est ça que moi, c'est une question que j'adore poser aux gens. Je la trouve d'une puissance incroyable parce que quand quelqu'un vit des difficultés, on a tous envie d'en sortir et parfois trop vite parce qu'en fait, si elles sont là, c'est pour une raison. J'y répondais juste avant. Mais surtout que, paradoxalement, les choses dont nous sommes le plus fiers, c'est les choses qui nous ont demandé, malgré tout, de mettre de plus de résilience en place, de traverser quelque chose de difficile, de le transformer. Et donc, il y a quand même un lien direct entre, finalement, la fierté que l'on a et la complexité. Je vais pas dire la difficulté ou la dureté, mais la complexité de ce que ça nous a demandé pour résoudre l'équation, je trouve. En tout cas, ma plus grande fierté, c'est ça. C'est vraiment d'avoir transformé tout ça parce que j'ai le pouvoir du doute aussi. De me dire, attends, ce que j'ai vécu, est-ce que c'est factuel? Est-ce que je suis obligée de reproduire? Ou non, il y a d'autres documentaires, formations qui vont me montrer qu'on peut faire différemment. Voilà. Trop cool. Allez, à toi. Selon toi, pourquoi est-ce si difficile d'oser regarder nos problèmes en face? Mais je trouve que c'est la suite logique de ce qu'on vient d'évoquer. Je pense que pour la plupart des gens, c'est trop douloureux. Je pense que regarder les problèmes que l'on a, regarder les failles que l'on a, regarder nos peurs, regarder pourquoi on est en colère, regarder pourquoi on est triste, c'est finalement aller plonger dans notre vulnérabilité. Et je pense qu'on n'est pas tous câblés, qu'on n'a pas tous appris à le faire. Certains, moi, j'ai dû apprendre très vite. Ça a été même de la survie, en fait, que d'apprendre à le faire. Mais je pense que certains ont peur d'aller regarder ce qui peut clocher. Et moi, tu sais, je dis souvent que, tu vois, je prends un peu la métaphore du puits. Tu vois, le puits, en réalité, quand tu creuses un puits, au début, c'est tout noir. Tu creuses un puits dans le désert, c'est tout noir, il n'y a rien. Et tu descends, c'est de plus en plus noir, il n'y a rien. Et jusqu'au moment où tu vas trouver de l'eau. Et tu vois, moi, souvent, je prends cette analogie parce que quand j'étais petit, tu vois, ça a été vraiment difficile. Et tu vois, quand je fais de la course à pied ou du trail, il y a des moments où c'est vraiment dur, tu vois, où c'est vraiment très, très sombre ce qui se passe à l'intérieur, tellement ce sport est violent parce que tu peux courir pendant 8, 9, 10 heures et des fois, c'est atroce ce qui se passe dans le corps. Et j'ai toujours cette métaphore de me dire, tu vois, l'enfer, les gens, ils en ont peur, tu sais, c'est trop noir. Et moi, je me dis, bah, tu vois, je vais y plonger. Je vais voir ce qu'il y a. Parce qu'en fait, comme dans le puits, à un moment, tu vas tellement descendre que tu vas trouver de l'eau. Tu vas trouver une ressource. Tu vas trouver quelque chose que tu ne soupçonnais même pas de toi et qui va faire que ça va tout éclairer, en fait, tu vois. Ça éclairera tout le puits et tout le trou. Et donc, moi, je pense que si les gens aujourd'hui ont peur, et pourquoi c'est aussi difficile de regarder nos problèmes en face, c'est parce que c'est douloureux. C'est douloureux sur le moment, mais comme l'analogie que je te donnais tout à l'heure sur le fait des fois, il y a des situations qu'on laisse pourrir, et bien pour ça, c'est exactement la même chose. Moi, je me dis toujours, vaut mieux souffrir un bon coup, tu vois, avoir mal un bon coup là, et que derrière tout soit plus lisse, plus fluide, plus beau, que de laisser les problèmes s'installer et que, en fait, un peu comme un fruit qui pourrit dans ton frigo, ben, ça contamine tout le reste. Donc, voilà. Trop bien.
Merci. Attends, il y en a 2. Ah, il y en a 2. Si on t'annonçait que tu allais mourir dans 1 semaine, que ferais-tu de ton temps? Déjà, j'arrêterais de... Ah là. Je serais centrée sur moi. Je me recentrerai sur moi, déjà, sur ce dont j'ai vraiment envie, ce dont j'ai vraiment besoin. Je rassemblerai tous mes proches et je louerai, je pense, une grande baraque. Et ma dernière semaine, je la passe avec mes proches à faire des choses que j'aime, tu vois. Jeux de société, musique, chant, danse, des choses qui me procurent que de la joie. Que de la joie et il n'y a même pas, tu vois, de voyage. Sinon, c'est... Allez, on se met tous dans une bulle là et on kiffe et on fait que des choses qu'on aime. Trop bien. Ouais. Et est-ce que tu as des activités professionnelles pendant cette dernière semaine ou pas forcément? Non. Ok. Non. Alors... En fait, moi, mon travail, c'est ma passion. J'ai pas l'impression de travailler. La chose que je ferai par contre pendant cette semaine-là, c'est de diffuser un maximum de messages, de regardez, on vient de m'annoncer que je crève dans 1 semaine. Tout peut arriver en fait. Ouais. C'est que on n'est pas à l'abri d'eux. Le risque zéro n'existe pas. Donc vraiment, c'est en tout cas à mes apprenants, tu vois, aux gens que j'ai sur les réseaux, je diffuserai quand même un message de mais kiffez votre live, hein, vraiment, Ouais. kiffez votre live. Trop bien. Tu vois, c'est une question qui est... En fait, quand je l'ai écrite, je me suis posé la question à moi-même, tu vois. Je me dis, parce que je la trouve ultra pertinente et tu sais, c'est une question si je me pose pour me dire, est-ce que ce que tu fais au quotidien ressemble à ce que tu ferais si tu devais mourir demain? Et je me dis que c'est quand même une question à se reposer parfois parce que Bien si sûr. tu es trop éloigné de ça, c'est que finalement, t'es peut-être pas au bon endroit. Après, moi, j'ai pas peur de la mort. Pas du tout. J'ai peur de souffrir, tu vois, comme je disais tout à l'heure, mais j'ai pas peur de la mort. Et je suis assez organisée, moi. Donc, c'est-à-dire que demain, je pars. Voilà, instantanément, on va dire ça comme ça. Derrière, c'est organisé. Et maintenant, si je pars et que j'ai du temps, ben, je sais qu'ils reprendraient le flambeau sur mes accompagnements, sur... Enfin, toi, j'ai les clés, j'ai les ressources de me dire, OK, demain, il y a urgence. Je sais qui appeler pour reprendre ça. Tu vois, j'ai ma tante qui a tous mes codes de carte de banque, de trucs. Enfin, tu sais, tout est... Ouais, voilà, c'est demain, il y a solution, quoi. Trop bien. Ouais. Trop cool. Quand tu craques, que fais-tu concrètement? Tu l'as un peu dit tout à l'heure, mais... Ouais, enfin, quand tu craques, c'est-à-dire? Quand t'en peux vraiment plus. Quand t'en peux vraiment plus, quand t'as atteint le point de non-retour, que ça soit avec de la tristesse, que ça soit perte de quête de sens, tu vois. Je vais te donner une réponse que je suis en train de travailler, du coup, qui est un peu différente de ce que je t'ai donné tout à l'heure, parce que là, pour moi, il y a quelque chose de beaucoup plus fort encore que dans la question précédente. Qu'est-ce que je fais? En fait, je me rends compte que j'ai un gros paradoxe en moi. Et hier, tu vois, je courais, tu sais, quand je cours, j'ai des écouteurs qui me permettent de téléphoner en même temps, d'écouter de la musique, tout ça, et j'ai mon meilleur ami qui m'appelle. Enfin, j'ai 3 vrais amis, dont, voilà. Et j'en ai un qui m'appelle, avec qui je fais beaucoup de courses à pied, et avec lequel on a des discussions très philosophiques, et je pense que c'est l'ami avec qui je peux être le plus vulnérable. Et souvent, en fait, je me suis construit en me disant, quand ça va pas, tout seul, reste tout seul. Tu vois, j'ai un peu ce truc de même des fois m'isoler un peu parce que j'ai besoin d'aller en moi, d'aller piocher. Et en fait, je me rends compte qu'il y a un énorme paradoxe, c'est que quand je craque, j'ai autant besoin d'être seul que ce que j'ai besoin d'être entouré. C'est très bizarre hein, comme réponse, mais en fait, je pense que j'ai énormément besoin d'être seul pour réaller à l'essentiel, comprendre pourquoi,
pouvoir me recentrer sur ce qui est important pour moi et de redevenir la personne la plus importante. Et à la fois, j'ai besoin de connecter, mais avec les bonnes personnes, avec les gens qui déjà vont accepter ma vulnérabilité. Et c'est pas tout le monde qui peut le faire, parce qu'il y a des gens, pour moi, qui ne sont pas équipés. J'aime bien le mot, mon frère dit ça, qui ne sont pas équipés pour recevoir parfois de la détresse. Et donc, je pense qu'aujourd'hui, j'ai un super entourage. Et franchement, je pense que c'est une de mes plus belles fiertés. C'est qu'aujourd'hui, j'ai des amis incroyables. Tu vois, je suis ému de te le dire. J'ai une chérie qui, des fois, me saoule, mais sur qui je peux compter vraiment. J'ai un papa extraordinaire. Et j'ai mon animal à 4 pattes qui, quand je suis pas bien, c'est ouf, mais qui est sortie de la SPA, qui est très indépendante, mais que quand je vais pas bien et que je suis dans mon lit, elle vient et elle se colle à moi pour me dire t'inquiète, je suis là au cas où. Donc voilà, qu'est-ce que je fais quand je craque? Je vais dans les deux extrêmes, les deux polarités, à la fois être seul et à la fois me reconnecter aux gens qui sont essentiels pour moi. Trop bien, merci pour ce partage. Il en reste 3 avec celle-là, du coup. Quel est l'événement au sein de ta vie qui t'a le plus changé? La maladie. Vraiment. La maladie, je suis passée par plein de phases, notamment une tumeur au genou, où tu es dans le bureau du chef de clinique et qui te dit, voilà, en plus, il passe pas par 4 chemins, d'accord? Et j'ai 23 ans, je suis à l'apogée de ma vie professionnelle avec un salon qui est florissant, etc. Et il me dit, bon, bah, c'est une tumeur au genou, là, on vous opère demain, quoi. Donc, c'est le 28 novembre, je me rappellerai. Et je leur dis, ah, mais non, c'est pas possible parce que moi, là, dans 2 semaines, j'ai le rush de Noël qui commence, j'ai le rush des fêtes qui commence au salon. Donc, bah, si vous voulez bien, on fait ça au début janvier. Et là, ils me disent, non, mais je crois que vous n'avez pas compris. Début janvier, on vous ampute, en fait, au stade où c'est. Donc, non, on vous opère demain. Donc là, c'est vraiment la douche froide. Et à ce moment-là, je suis à l'apogée de mon ego aussi, tu vois. Et c'est ce qui m'a le plus transformée. C'est ce qui m'a le plus changée. Est-ce que tu dirais que tu étais quelqu'un qui était beaucoup dans le contrôle? Oh là là, moi j'étais une maniaque de contrôle. J'étais une maniaque du contrôle. J'étais une stressée de la vie, Dorian. J'étais une internelle insatisfaite. Je peux être coupable aussi. Alors vraiment, moi j'étais pas du tout celle que je suis aujourd'hui, mais pas du tout. J'étais loin d'être résiliente déjà. J'étais une acharnée du travail. J'avais aucun équilibre alimentaire. Bon, j'avais quand même le sport, je l'ai quand même toujours eu, mais j'étais loin d'être dans l'amour de moi, dans l'estime de moi, dans la confiance en moi, rien à voir. J'étais l'antipode là de ce que tu vois aujourd'hui. Et c'est la maladie qui m'a transformée. Et c'est de là où j'ai connu et où j'ai découvert les livres de développement personnel. Ok. C'est une cliente qui m'offre les 4 accords Toltec. Ok. Les 4 accords Toltec, et j'ai commencé par ça. Et j'ai une phrase dans les 4 accords Toltec qui m'a le plus marquée, c'est quand il parle de domestication. C'est là où, en fait, le changement, il a commencé. En disant, OK, en fait, ce que tu es aujourd'hui, c'est le produit de ton éducation, de tes parents, d'un schéma qu'on t'a inculqué. Et oui, on t'a domestiqué. Donc, qui tu es, toi, en fait? Et c'est beau ce que tu dis. Je sais pas, tu connais le livre de Lise Bourbeau? Oui, Les 5 blessures de l'âme. Les 5 blessures de l'âme. Et tu sais, j'aime beaucoup cette idée de réincarnation. Et surtout cette idée de se dire que, en fait, en nous, on est, il y a la notion de transgénérationnalité, c'est-à-dire qu'on reprend les blessures de nos parents, qu'on est censé en résoudre en partie, qu'on va en transmettre à nos enfants et que, si on fait bien les choses, petit à petit, ça se réglera, ou en tout cas, il y aura d'autres sujets. Mais je trouve que ça revient un peu à ça, c'est à un moment donné se dire que ok, il y a des choses qui m'ont été transmises, mais que j'ai aussi le pouvoir, si je le décide, et j'aime beaucoup le mot décider, si je le décide de les transformer. Ce que tu dis, il y a une notion de choix. J'ai le choix de rester dans mon caca, comme je dis, ou j'ai le choix de tirer la chasse à un moment donné et de sortir de là, et de sortir de ce schéma.
Et pour moi, la maladie, c'est le mal qui dit, de toute façon. Donc, c'est soit tu l'écoutes, soit tu repars dans tes habitudes et ça va taper, pour moi, encore plus fort jusqu'à ce que tu comprennes. Ouais. Et tu l'as dit tout à l'heure, tu vois, avec tes mots MAUX. Oui. C'est à un moment donné, si t'écoutes pas la vie, l'univers, les signaux, les synchronicités, peu importe, ça t'apprend encore plus fort. En disant, bon, t'as compris là maintenant? Parce qu'avant, là, tu mords au genou, de rien, j'avais plein de signaux. Et là, ça a tapé fort en disant, bon, tu sais quoi, on va t'écrouler, tu vas être par terre, comme ça, au moins, tu vas bien comprendre que ça peut plus continuer comme ça, le process. Et tu dirais que si tu devais résumer le plus gros apprentissage de cet événement, ça serait quoi? En quelques mots, là, en 2-3 mots. Le développement personnel. Ouais. Vraiment. Mais le vrai développement personnel. Celui tu vas vraiment te chercher suite à quelque chose. Ah oui, c'est ça. Oui, alors quand on dit développement personnel, c'est effectivement, pour moi, il y a 2 poids, 2 mesures. Oui, voilà, c'est ça. C'est que tu as la théorie qui fait très bien, qui fait très beau. Maintenant, là, je te parle de la pratique, oui. Tu vois, de vraiment aller chercher. Pour moi, ça a été un vrai labyrinthe que de me connaître. Tu vois, j'étais vraiment au début, mais en fait, qui je suis, pourquoi je fais ça, quels sont mes objectifs. Et ça a remis tellement de choses en question. Même mon entrepreneuriat, je suis la première entrepreneuse de la famille. D'accord? Et ça a même remis ça en question. De dire, mais pourquoi tu as été entrepreneuse? Et toi, c'est, comme tu dis, le pourquoi avant le comment. Et je sais que j'avais besoin de reconnaissance, j'avais besoin de fierté, j'avais besoin d'amour, j'avais besoin de revanche, j'avais besoin de vengeance. Et toi, c'est au fur et à mesure des lectures, voilà, comme Lise Bourbeau, tu dis, j'en ai lu vraiment plein pour comprendre, pour arriver à comprendre et à connaître mon propre fonctionnement à moi, tu vois. Et j'ai travaillé sur l'être, du coup, plutôt que le faire. Ouais. J'étais dans l'action, de toute façon. Je n'étais que dans l'action, alors que là, je suis revenue à l'intérieur, quoi. Et c'est souvent le processus que j'observe chez les gens qui ont à un moment donné eu dans l'enfance quelque chose de difficile. Enfin, je l'observais aussi chez moi, mais c'est cette notion de, en fait, j'ai tellement de choses à prouver que je vais beaucoup faire, je vais beaucoup montrer que je suis capable, jusqu'au moment où la vie te rappelle que t'es pas un faire humain, mais que t'es un être humain. Et donc, t'as besoin de te reconnecter à ce moment-là. Et puis après, quand tu arrives à trouver l'alignement, c'est top. Après, moi, je dis toujours que l'alignement, il est toujours très fin et que des fois, tu peux vite retomber dans certains schémas et que c'est important d'en avoir conscience pour pas reproduire finalement les schémas toute ta vie. En tout cas, ça a vraiment mis en lumière ma mission de vie. Ça, c'est OK, maintenant, je sais pourquoi je fais les choses. Parce qu'il y a un réel objectif derrière, il y a une réelle mission de vie derrière. Ouais. Trop cool, j'adore. Alors, t'en as un peu plus que moi. Hein. J'en avais fait 10. Mais oui, je crois que j'en ai... Ouais, je pense que ça... Alors... Wow. Comment accompagner quelqu'un qui refuse de voir ses difficultés ou qui se sent complètement submergé? Alors, je vais répondre peut-être, je sais pas... Enfin, ce sera pas la réponse que les gens s'imaginent, mais en fait, je pense qu'il n'y a pas de bon moyen d'accompagner quelqu'un. Je pense que la meilleure personne pour s'accompagner, c'est soi-même. Franchement, c'est incroyable que je pioche cette question parce que j'avais cette pensée juste avant dans ce que tu exprimais, dans la notion de beaucoup de choses à prouver. Par exemple, je me suis rendu compte quand je me suis formé au coaching que j'accompagnais les gens, enfin en tout cas que j'avais choisi cette voie, non pas vraiment pour aider les gens, mais pour avoir le sentiment de les sauver. Pourquoi? Parce que en fait, j'ai eu une maman qui a été très défaillante, qui je sais avait des problèmes, et je pense que, enfin c'est pas je pense, c'est je suis certain que je me suis dit je veux la sauver elle. Donc je vais me former à bien comprendre le cerveau, bien comprendre comment l'être humain fonctionne, et je vais pouvoir sauver plein de gens. Sauf qu'en fait, il y a un truc que j'avais oublié là-dedans, c'est que le résultat, il ne t'appartient pas. Il faut être 2. Il faut être 2, et même j'ai envie de te dire que la première partie du chemin, c'est avant tout la personne qui est en difficulté qui doit la faire.
Et souvent, tu vois, moi, c'est un truc qui a été difficile à accepter pour moi. Souvent, tu sais, j'avais tendance avant à, quand quelqu'un avait un problème, tiens, je t'explique, vas-y, on fait ça, on fait ça, on fait ça. Tu sais, contrôlant en plus, hein. On fait ça, tac, tac, j'ai la recette, je sais comment on fait. Sauf qu'en fait, quand tu fais à la place de quelqu'un, ben, il n'intègre pas lui-même et surtout, parfois, il n'a pas vraiment envie de le faire. Donc, moi, ce que je pense là-dessus, quelqu'un qui refuse de voir ses difficultés ou qui se sent complètement submergé, je pense que déjà, il faut lui laisser vivre sa difficulté. Il faut lui laisser vivre sa difficulté et même plus que ça, il faut lui laisser le choix que de l'accompagnement ou pas et de se tourner vers qui il a envie de se tourner. Je pense que tout le monde n'est pas fait pour accompagner tout le monde. Et tu peux être le meilleur coach du monde, peut-être que tu ne m'accompagneras pas comme il faut, et inversement. Et donc, moi, je dis toujours que pour accompagner quelqu'un qui refuse de voir ses difficultés ou autre, il faut le laisser faire. Et comme tu le dis très bien depuis tout à l'heure, je pense que la vie fait bien les choses. À un moment donné, la vie lui fera comprendre que s'il décide de rester dans sa complexité et qu'il ne voit pas ses difficultés, la vie va le briser. Enfin, je suis peut-être un peu extrême, mais je pense comme ça. Je pense que quand tu décides de ne pas voir ce qui pêche chez toi, à un moment donné, tu peux être brisé par la vie. Donc moi, je dirais, je laisserai la vie faire dans une certaine mesure, et quand la personne est prête et qu'elle fait un mouvement, qu'elle fait le premier mouvement, bah là, tu peux commencer à l'aider, mais pas avant. Mais je te rejoins complètement. J'avais vraiment le syndrome du sauveur avant. J'avais vraiment cet ego de moi je sais, du coup je t'apporte la solution, alors que les gens ils le veulent pas forcément, et qu'il y a une notion de choix et il y a une notion de timing, que peut-être c'est pas le timing pour qu'elle ouvre les yeux, qu'elle fasse le choix d'eux, et qu'elle doit encore être dans son expérience. Donc je te rejoins. Et tu sais, le jour où j'en ai pris conscience de ce truc-là, je me suis effondré en larmes. C'était quand j'étais en formation coaching. Et justement, c'est quelqu'un qui me dit, mais c'est bizarre, tu sais, dans ton mémoire que tu fais pour la formation, il y a beaucoup cette notion d'aider, presque, ça transpirait le sauveur, quoi. Et il me dit, mais qui tu cherches à sauver? Et là, du coup, boum, je m'effondre. Forcément, et ça remet en question beaucoup de ce pourquoi j'avais entrepris, tu vois. Je me dis, mais en fait, t'es un putain de mec narcissique qui veut juste faire du bien à lui, on est dans les autres, c'est pas sincère. Bon, c'est un peu extrême parce que c'était pas complètement ça en réalité, mais vraiment pendant 2 heures, je me rappelle du moment, j'étais chez moi, je vais sous la douche et je pleurais. Je me dis, mais... Et en fait, ça m'a permis de prendre conscience de rééquilibrer, pas de complètement changer, parce qu'en fait, j'aime accompagner, j'aime aider, j'aime me mettre au service de l'autre, mais se mettre au service de l'autre, ce n'est pas sauver l'autre, c'est accompagner, ce n'est pas faire pour. Et donc, ça m'a permis de recentrer, de pouvoir être plus équilibré dans la démarche. Trop chouette. En tout cas, chouette question. Il t'en reste 2. On va toutes les faire. Quel est ton plus grand rêve? Alors, mon plus grand rêve, Dorian, c'est d'avoir assez d'argent pour ne plus compter. L'argent, ça me gave. L'argent, c'est un levier que je trouve ignoble et en même temps beau, parce qu'avec de l'argent, tu peux tout faire, en fait. Donc moi, mon plus grand rêve, c'est de ne plus compter, parce que je suis une extrême généreuse. J'adore faire plaisir, je suis très créative, j'ai 50 millions d'idées, et des 50 millions d'idées en plus qui peuvent, tu vois, faire le bien, on va dire ça comme ça. Et donc, c'est vraiment avoir assez d'argent pour réaliser tous mes projets. Quand j'étais petite, cette question-là me fait penser à ça. Quand j'étais petite, je disais toujours à ma mère, mais maman, pourquoi on vit pas comme les Schtroumpfs? Tu vois, il y a pas de cette notion de, il y a pas de levier financier, en fait. C'est, voilà, le coiffeur, il coiffe tout le monde. Le boucher, il donne de la vie. Ouais, tu vois. J'aime le partage. Tu sais, moi, quand je peux faire des échanges, j'adore ça. J'adore proposer des échanges. Viens, je te coiffe et toi, tu me masses. Viens, je te coiffe et toi, machin. Viens, je te fais un accompagnement et tu me fais un shooting photo. Tu vois, c'est ce qui s'est passé là récemment. J'adore faire des échanges. Et du coup, ton plus grand rêve, quand tu dis c'est de ne plus pouvoir compter, donc c'est d'avoir finalement mis en place un système économique qui fasse que tu peux justement
être hyper généreuse. C'est ça. Ouais, c'est de créer tout un écosystème qui fait que je gagne assez d'argent et il y a un gros chiffre d'affaires derrière, quoi. Et que l'argent, j'aime beaucoup cette citation, que l'argent travaille pour toi et que tu ne travailles plus pour l'argent. Exactement. C'est hyper intéressant. D'ailleurs, j'ai un livre, je ne sais pas si c'est un sujet pour toi, la relation à l'argent. Pour moi, ça l'a été, et ça l'est toujours hein, dans certains moments, mais j'ai beaucoup travaillé dessus depuis 1 an. Et j'ai lu plein de livres sur le sujet. Mais vraiment, depuis 1 an, j'ai dû lire 3 pavés sur l'argent, mais genre des livres de 300-400 pages. Sur la psychologie de l'argent, sur comment devenir riche. Mais tu vois, riche. Réfléchissez à devenir riche. Ouais, alors il y a ça, mais il y en a un autre. Il y a les secrets d'un esprit millionnaire, qui moi m'a vraiment transformé sur la relation à l'argent et donc c'est un vrai sujet. Mais moi, en tout cas, sur l'argent, je pense que malgré tout, en tout cas, la relation à l'argent n'est que la représentation de choses plus profondes que l'on a en nous et que l'argent n'est qu'un objet parmi tant d'autres. Ouais, c'est une énergie. Ça, je suis d'accord avec toi. Et de toute façon, je le vois au quotidien. C'est que, tu le dis toi-même, c'est plus je pète mon saboteur, on va dire ça comme ça, tu vois, sur le sujet, et plus, en fait, mes paliers, ils augmentent. Ouais. Donc, ça prouve bien que c'est qu'une énergie, certes, qui est pas palpable, mais ton flot de pensée va y être pour beaucoup aussi. Mais ça vient aussi de cette société qui t'inculque que les 35 heures c'est bien, que le SMIC c'est bien, que au-delà du SMIC c'est quand même chouette, et que quand tu parles de levier de 3, 5 voire 10 000 euros, t'es tout de suite un méchant à abattre, Oui. et c'est la société qui inculque ça. Donc encore une fois, osons le pouvoir du doute. Toi, c'est osons les difficultés. Moi, j'adore ce slogan, osons le pouvoir du doute. Et pourquoi pas on irait chercher 10 fois plus que ce que cette société elle nous propose. Oui. Et tu dirais que tu as des gros besoins financiers? Oui et non. Parce que je peux me contenter de très 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 peu. Maintenant, j'aime le confort. Et d'ailleurs, c'est rigolo ce que tu poses comme question. C'est que tu vois, quand je pars en vacances, j'aime me mettre dans des situations où j'ai besoin de rien. Tu vois, genre dans un camping ou dans une tente, tu vois, pour me prouver encore que l'argent, j'en suis pas dépendante. Tu vois, j'aime l'argent parce que ça me fait du bien et parce que grâce à ça, je peux me faire plaisir. Mais j'ai encore quand même besoin de me prouver, ok, t'en es pas dépendante, tu vois. Tu peux vivre de rien. Ouais. Et d'ailleurs, la vie, elle m'a apporté tellement de challenges où j'avais tout et du jour au lendemain, j'ai plus rien eu. Donc, tu vois, la vie, en plus, elle m'a mis au challenge. Où à des moments j'avais tout, on va dire ça comme ça, et en une fraction de seconde, j'avais plus rien, et c'est grâce à ça que j'ai appris à ne plus du tout être dépendante de l'argent. Donc j'en ai besoin parce que j'ai des rêves, parce que j'ai des aspirations et parce que c'est un besoin aussi, enfin, je veux dire, on en a besoin pour vivre aussi. Oui, pour vivre, mais j'aime les belles choses aussi. Ouais. Alors quand je dis les belles choses, moi, avoir un sac à main, ça m'est complètement égal. Ouais. Mais les beaux voyages, les beaux moments, faire vraiment plaisir. Moi, je suis une épicurienne, tu vois. J'aime les bons légumes, les bons fruits. Mais à côté de ça, tu me dis, il y a plus rien, c'est ok. Ouais. Mais tu vois, moi, c'est pareil au quotidien. Je me contente de très peu. Et par contre, paradoxalement, quand je pars en vacances, vu que, tu vois, en tout cas, quand je paye un voyage, je me dis, par contre, je mets les moyens et je fais rien. Genre, j'arrive dans un hôtel all-inclusive, mais tu vois, 3-4 étoiles, ou, tu sais, dans un pays chaud, où je vais me lever le matin, tout sera prêt. Enfin, tu vois, je veux pas réfléchir. Et je pense que c'est aussi important. C'est comme ça qu'on trouve l'équilibre, finalement, entre, parfois vouloir beaucoup, avoir moins. Enfin, en tout cas, j'aime beaucoup la notion des paradoxes et des ambivalences, des polarités, puisque finalement, c'est ça qui crée l'équilibre à un moment. C'est ça, et tout est une question de vision aussi. C'est que tu pourrais me dire 5 € comme 1 million, je n'ai pas d'émotion sur un montant. Oui, t'as pas une énorme excitation à te dire... J'ai pas à me dire, je ne me dis plus, c'est pas cher ou c'est cher. Ouais. Je me dis, ok, j'ai envie, ça coûte tant, allez, on va se donner les moyens, on va y arriver. Ouais, trop chouette. Ouais, j'ai la même vision. Cool. Trop bien. Il en reste 2. Ouais, elle est intéressante celle-là. La dernière fois que tu as eu peur, tu as fait quoi?
La dernière fois que j'ai eu peur. En fait, pour moi, il y a plusieurs formes de peur. Déjà, il y a la peur... je vais parler de la peur qui est la plus dure pour moi à gérer. C'est pas la plus classique. Je dis souvent, tu sais, dans mes conférences, à la fin de la conférence, je parle de défis que je relève tous les ans. Tu vois, je parlais de courir en trail. Je prépare un trail là de 65 km avec un énorme dénivelé. J'organise des conférences, des soirées, conférences publiques. J'ai écrit un livre. Il y a plein de défis qui me font peur, mais c'est des défis que j'ai choisis. Et donc la peur, là, je la gère plutôt bien, puisque finalement, c'est beaucoup d'audace, des stratégies, et donc ça, je maîtrise. Par contre, il y a une peur que je maîtrise beaucoup moins, c'est la peur d'être vulnérable. Tu vois, quand tu es face à quelqu'un, on en parlait tout à l'heure en off, mais tu sais, quand tu dois exprimer à quelqu'un quelque chose qui t'a blessé, quelque chose qui ne te va pas dans une relation, par exemple, ben ça me fait peur. Ça me fait peur parce que c'est comme si je montrais ma vulnérabilité et j'ai la sensation que en donnant ça à l'autre, je lui laisse du pouvoir pour me faire mal. Donc, tu vois, j'ai très conscience du processus, mais en tout cas, c'est quelque chose qui me fait peur. Et donc, comment je le gère? Je considère pas que je le gère encore de façon optimale, mais en tout cas, déjà, je me dis, le premier truc que je me dis, c'est Dorian, bah là, t'as peur. Et si tu le dis pas, ne te trouve pas l'excuse de l'empathie, de la gentillesse, de la bienveillance. Ose te dire que tu manques de courage sur ce sujet-là. Tu peux être courageux dans plein de domaines, hein. Dans le sport, dans l'entrepreneuriat, t'es courageux, il n'y a pas de souci. Mais là-dessus, t'es pas courageux. C'est ok, ça s'apprend en fait, hein. Je trouve le courage s'apprend aussi là-dessus. Le courage de la communication. Et donc, le premier truc que je fais, c'est que je me dis, tiens, apprends à admettre que tu as une difficulté là-dessus. Puis après, je me dis, ok, t'as peur et qu'est-ce qui t'empêche de faire quelque chose sur cette peur? Bah, ce qui m'empêche, c'est que parler face à face à quelqu'un, ça me fait peur. Ok, mais comment tu peux déclencher la conversation? Donc, c'est peut-être pas courageux pour les gens qui vont écouter, mais je me dis, tiens, je vais l'écrire, le truc, dans un premier temps. Je vais écrire ma peur, pourquoi j'ai peur, ce que je ressens, ce qui me va pas. Je l'écris. Puis après, si je suis un peu plus courageux, je l'envoie à la personne. Puis derrière, je prends mon téléphone et j'appelle. Et puis après, j'en parle en vrai. Mais tu vois, souvent dans la peur, les gens, ils imaginent la solution soit réglée, j'ai plus peur, soit j'ai très peur. Tu vois, c'est un peu le truc on-off. Et en fait, moi, à chaque fois que j'ai peur aujourd'hui, sur un truc vraiment qui est sensible pour moi, je me dis, c'est quoi les petits steps que tu peux faire qui vont t'emmener à la résolution de cette peur ou de ce que tu es en train de vivre. Et donc, voilà comment moi j'agis. Ok, trop bien. Et est-ce que tu arrives à te dire dans ces cas-là, Dorian, au pire, il se passe quoi? Au pire, si je le dis, il se passe quoi? Non, j'arrive pas à me le dire. Ok. J'arrive pas à me le dire parce que c'est comme si... en fait, je ne voulais pas me le dire. Je veux pas me le dire parce que, en fait, je suis... si tu veux, c'est très paradoxal, mais j'ai même pas peur de la réaction de l'autre. J'ai peur de ma vulnérabilité à moi. Oui, j'ai entendu. En fait, là, ce que je comprends, c'est que tu as peur que la personne, elle sache que ça te touche. Ouais. C'est ça. Ouais. Et qu'après, elle s'en serve contre toi. En tout cas, oui, la finalité de ce truc-là, c'est ça. Ok. Et t'arrives pas à te dire, quand bien même elle s'en servira contre moi, j'aurai les armes et j'aurai assez de ressources pour le pas prendre personnellement ou j'en sais rien. C'est là où c'est très paradoxal encore une fois, mais c'est que pour moi, je sais pas si tu vois les choses pareilles, mais pour moi, il y a une partie de nous qui est mentale. Tu peux comprendre quelque chose et te dire, oui, j'ai les armes, mentalement, mais de manière émotionnelle, là, dans le corps, tu l'as pas cellularisé, cette idée. Non. Et donc, pour moi, il y a une différence. Donc, je comprends très bien le concept. Je sais que pertinemment, en plus, je sais pertinemment que cette personne ne va pas me faire du mal parce que c'est une bonne personne, tout ça. Mais émotionnellement, je ressens la chose différemment. Et comme, c'est pas à toi que je vais l'apprendre, mais si c'est pas bien intégré émotionnellement, forcément, le comportement qui suit n'est pas forcément je suis d'accord. C'est vraiment adéquat. La théorie vs pratique. Exactement. Ouais. Donc voilà, en tout cas, j'essaye aujourd'hui déjà d'avoir conscience, de me dire, ok, t'as une difficulté, c'est ok, mais qu'est-ce qu'on peut en faire? Et d'avoir des petits états ressources qui peuvent être l'écriture,
le fait de voilà de même des fois de le mettre en vocal, tu vois. Donc voilà. En tout cas, j'agis step by step. Merci. La dernière question. La dernière. Je sais même plus ce que c'est. Quelle est l'action ou le comportement qui peut te mettre le plus en colère dans le milieu professionnel? C'est la non-communication et le non-respect. Alors, le respect, ça peut être très large. Hein. C'est me respecter sur quoi? Et c'est la notion d'engagement. L'engagement. La même chose. C'est l'engagement. C'est du moment où tu t'engages à faire quelque chose, si tu ne le fais pas, moi, ça me met vraiment en colère. Ouais. C'est l'engagement. Après, l'honnêteté aussi, tu vois. Mon échelle de valeur, elle est quand même très, très forte, celle-là. Mais dans le milieu professionnel, en tout cas, c'est l'engagement. Et c'est à la limite, si tu t'engages pas, tu me préviens. Ouais. Tu me préviens et tu communiques, tu vois. Ouais. C'est que moi, il y a déjà eu des gens, tu as des zooms avec eux, tu as des zooms de prévus, tu as des rendez-vous. Pareil. Ils ne viennent pas. Ouais. Et tu n'as pas de nouvelles, en fait. C'est à quel moment mon temps, il n'est pas précieux, tu vois. C'est ça. À quel moment mon énergie, elle vaut rien. Ouais. Elle vaut même pas un message, même pas « je ne serai pas là » ou « je ne peux pas ». Et les gens qui ne te répondent même plus après au téléphone. Ah, c'est la notion d'engagement et d'irrespect. Ouais. Moi, ça me rend... C'est comme toi, ça me rend malade, mais tu sais, c'est vraiment le... Genre, je peux devenir... Genre, j'ai envie de les appeler, de les harceler. Ah, mais genre, j'ai pas de valeur, tu sais. D'ailleurs, c'est intéressant comme question. Cette notion d'engagement, à quoi elle te renvoie vis-à-vis de toi? Parce que quand quelqu'un ne vient pas, qu'est-ce que tu te dis vis-à-vis de toi-même? Alors après, je t'avoue que ça vient piquer un trauma que j'ai. Où quand j'étais petite, en fait, tu sais, ça renvoie aux parents qui te promettent des trucs. Alors, quand je dis aux parents, c'est aux adultes, hein, d'accord? Oui. Ça renvoie... moi, petite, je ne comprenais pas... Tu sais, je me suis fait tellement de joie de tellement de choses. Tu sais, je le ressentais, Dorian, encore là, quand j'y repense. Tu sais, la joie de croire que tu vas faire ça. Et au final, on te dit que non. Ou alors, on te dit rien et ça ne se passe pas. Ouais. Et quand tu viens, tu tapes à la porte en disant « Mais du coup, on fait pas ça ?» Ah, mais non, mais du coup, on t'a pas dit parce que... Et t'es là, tu te liquéfies et t'as cette frustration là en toi. Et moi, ça me renvoie à ça, en fait. Ouais. Ça vient piquer ça. Ça vient vraiment piquer cette petite fille qui est déstabilisée et dire, mais à quel moment on me prévient pas, à quel moment on communique pas, à quel moment... Et puis, tu sais, on s'excuse même pas, tu vois, parce que tout est possible en soi. Mais est-ce que est-ce que tu te dis aussi dans ce moment-là, j'ai pas de valeur? Non. En tout cas, est-ce que tu as la perception que pour l'autre, tu n'as pas de valeur? Non plus. Ok. Non, parce que on parlait de système de valeurs tout à l'heure. On a tous un système de valeurs différent. Et je suis consciente que si la personne ne me prévient pas, c'est que ce n'est pas dans son système de valeurs à elle. Et ce n'est pas contre moi. C'est son système de valeurs à elle. Et que toi, ce qui est important pour toi ne le sera peut-être pas pour elle. Et d'ailleurs, la personne, quand tu vas l'appeler, tu sais, tu vas... ça va, c'est rien. Ouais, c'est rien pour toi. Parce que t'as peut-être pas, tu sais, cette sensibilité-là sur ce sujet-là. Ouais, bien sûr. Mais moi, je l'ai, par contre. Ouais. Et c'est pour ça que maintenant, dans ma vie professionnelle, je communique davantage. Ouais. Quand je dis que je communique davantage, c'est que quand j'ai un Zoom ou autre, moi, je préviens. Ouais. Voilà. Par contre, sachez que c'est très important pour moi d'être prévenu si jamais il y a quoi que ce soit, d'être au maximum à l'heure. Et dans ce cas-là, vous me prévenez. Tu vois, j'exprime mon système de valeurs. Ouais. J'exprime ce qui est important pour moi. Trop chouette. En tout cas, j'ai le même biais. Alors, pas pour les mêmes raisons, je pense, mais c'est pareil que toi, ça me met hors de moi. Et c'est vraiment quelque chose que je remarque, sans rentrer dans les clichés, mais c'est vrai que je trouve que la valeur engagement, elle est très peu présente et de moins en moins présente. Et c'est même rare de trouver des gens qui s'engagent sur des délais, sur des rendez-vous, sur des horaires, sur des rendus. Tu sais. Et je trouve que c'est une vraie valeur pour moi que de respecter ces choses-là. En tout cas, moi, j'ai la même valeur, donc je te comprends. Trop bien. La dernière... il faut bien que je choisisse. Allez, au hasard, sans regarder.
C'est la meilleure pour la fin ou pas, dans rien? Mais franchement, je te dis, elle est vraiment intéressante parce que mon slogan « Osons les difficultés », la question c'est « Qu'est-ce qui t'aide à rebondir vite ?» Qu'est-ce qui m'aide à rebondir vite? Je pense que déjà, pour le coup, et là, c'est pas arrogant ce que je vais dire, mais c'est que depuis que je suis petit, j'ai la croyance que je suis résilient. Tu vois, en fait, je pense que la vie aussi a fait que, avec ma maman, avec d'autres choses aussi dans ma vie, mais je me dis toujours, tu vas le surmonter, tu vois. Et des fois, j'active mon mode, tu vas y aller, tu vois. C'est pas je suis fort, tu vois, mais j'ai les ressources. Je sais que je vais y arriver, tu vois. Donc déjà, je pense que qu'est-ce qui m'aide, c'est la croyance qui est très ancrée en moi que je suis résilient. J'y crois profondément. Il y a plein de choses sur moi auxquelles je ne crois pas du tout, sur lesquelles j'ai encore beaucoup de mal et qui me demandent du travail, mais ça, c'est vraiment ancré. Donc déjà, je pense que j'y crois. Après, qu'est-ce qui m'aide à rebondir vite? Je dirais que, en fait, c'est une réponse que j'aime beaucoup donner aussi dans les conférences. Je dis toujours que pour les gens, ils vont dire « t'es résilient ou t'es pas résilient ». Sauf que moi, je dis toujours qu'il y a aussi la notion de stratégie. Aujourd'hui, il y a des études qui montrent, je suis tombé sur un reportage sur Arte, sur la résilience, où ils expliquaient que, en fait, ils avaient étudié des gens qui étaient dans ce qu'on analysait, nous, plus résilients que la moyenne. Et ils disaient que ces gens-là, en fait, quand tu as analysé leur cerveau, il y avait des zones qui s'activaient beaucoup plus rapidement que la moyenne. Donc, qui étaient en charge de la résilience notamment. Et en fait, qu'est-ce qui explique que ces gens-là, ils ont une zone développée plus que la moyenne? C'est que ils se confrontaient plus régulièrement à de l'inconfort. Donc, ça montre une chose, c'est que déjà la résilience, le fait de rebondir, ça peut aussi se travailler comme un muscle. Comme tu vas à la salle de sport, tu vas travailler tes biceps, tu vas prendre une haltère, ou quand tu vas courir, le fait de courir. En fait, ça se travaille comme un muscle. Donc, pour travailler comme un muscle, il faut une stratégie. Tu vois, comme dans le sport. Et donc, moi, ce qui m'aide derrière, c'est de mettre en place des stratégies. Parce que j'aime ça. Je pense que j'ai vraiment un côté très stratège en moi. Et je parle pas dans le sens stratège... Manipulation. Manipulation. Je parle de la stratégie pour... J'ai un objectif. Comment je vais y aller? C'est quoi les actions? C'est quoi que je vais mettre en place qui va me permettre d'y arriver? Donc, je dirais que qu'est-ce qui m'aide à rebondir? C'est le croisement parfait entre un état d'esprit, quelque chose qui est très ancré en moi, et une compétence que j'ai développée pour mettre en place des stratégies qui vont me permettre de rebondir. Mais il y a quand même une réelle foi en toi et quelque part foi en l'univers de te dire que rien n'arrive par hasard. Oui. J'aime beaucoup une phrase qui dit que, je sais plus comment elle est tournée, mais que la vie ne donnera jamais un événement difficile à quelqu'un qui n'est pas prêt à le surmonter. Ou en tout cas, c'est ça. Enfin, je sais pas comment c'est dit, mais en gros, du coup, il y a un côté... tu vois, un peu, ça réveille presque le challenge en moi. Quand la vie m'apporte quelque chose de difficile, je me dis, tiens, bah, il y a un nouveau test. Tu vois, elle me teste à nouveau pour savoir si j'ai toujours la foi. Tu vois. Et la foi, c'est quelque chose de beaucoup plus profond que juste la croyance. Tu vois, la foi, on pense souvent que c'est religieux. Mais la foi, moi, par exemple, j'ai une foi immense en l'équilibre de toute chose. Je crois que dans la vie, tout est équilibré. Que ta réussite, elle sera à la hauteur des risques que tu as pris, que ton niveau de bonheur sera équivalent à la capacité que tu as à surmonter des difficultés, que tu seras que tu seras confiant à la hauteur des actions que tu vas mener, enfin de la difficulté des actions que tu vas oser faire. Et donc je crois en l'équilibre de toute chose, et je pense que cette croyance qui est très très ancrée, c'est cette foi, j'ai vraiment une foi immense en ça, m'aide à me dire, tiens, bah, tu es capable de rebondir parce qu'à la hauteur de ce que tu es en train de vivre, une difficulté, un inconfort, il y a de la magie qui se cache derrière. C'est ça. Et donc, du coup, est-ce que tu as cette notion de mérite et de cadeau? Tu vois, tu parles de la magie qui se cache derrière. C'est que moi, quand je peux avoir une grosse difficulté, ce qui m'aide à rebondir, c'est de me dire, OK, derrière, ça va être quoi le cadeau? En fait, si je me raccroche, tu vois, à cette notion de cadeau, est-ce que tu te raccroches à ça aussi? Alors, pas le cadeau, je me dis pas c'est quoi le cadeau. Ce que je me dis, moi, c'est que la vie, elle œuvre pour moi. Alors oui, il y a une notion de cadeau, mais en fait, je me dis,
elle œuvre, elle me veut du bien, la vie. Mais vraiment, tu vois, des fois... Et donc, c'est quoi le bien qui va se passer derrière, quoi? Ouais, en fait, comme si je me sens chanceux. C'est bizarre parce que, tu vois... non, mais c'est ouf de dire ça parce qu'il y a plein de fois où j'ai pas de chance comme les gens l'imaginent. Tu sais, j'ai gagné au loto ou avoir les bonnes cartes quand tu joues aux cartes. Mais tu vois, c'est pas, pour moi, c'est pas ça. Je me sens chanceux. Je me dis que la vie me veut du bien, qu'elle me met les bonnes personnes sur mon chemin au moment où il me le faut, qu'elle me met les épreuves qu'il me faut au bon moment parce que j'en ai besoin, tu vois. Et je pense que d'être là-dedans, je suis pas dans dans l'optimisme et je suis pas dans le pessimisme. En fait, pour moi, c'est très équilibré comme vision des choses. Je suis dans ça me veut du bien, ça va être inconfortable, négatif parfois, mais il y a un truc magnifique qui se cache derrière. À toi de le découvrir. Trop chouette. Merci Dorian, en tout cas. Écoute, c'était trop bien. En tout cas, c'est ce qu'on disait aussi, c'est que ce format, je pense qu'il est vraiment à retravailler. Ouais. La question de répondre à des questions qu'on n'a pas préparées. Donc ça, il faut que les gens le sachent. Ouais, c'était très authentique, c'était chouette On n'avait pas de te découvrir de par des questions, effectivement, que je t'avais concoctées. Et merci d'avoir répondu avec le cœur et avec ta vulnérabilité aussi parfois à certains moments et avec engouement. C'est trop chouette. Je te retourne les compliments et merci de la profondeur des questions parce qu'il n'y a pas de vulnérabilité sans profondeur. Donc merci à toi.